bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle journée de table ronde du Transition Forum. Nous sommes à Nice. Merci monsieur le maire, monsieur le président de la métropole, Christian Estrosi, de nous accueillir et nous allons débattre ensemble sur ce beau débat intitulé « Quelles énergies demain et à quel prix ?» Je vous présente nos invités. Monsieur le maire, nous ne sommes pas tout seuls. Sylvie Giano, PDG du groupe Dalkia, leader des services énergétiques. Bienvenue. Avec nous également Bonjour. Nadia Mézi, directrice de du Transition Institute, auteur notamment du 6e rapport du GIEC, responsable scientifique du projet de recherche M3E, professeur à l'école des mines, qui, je le précise, accueille ces nouvelles recrues, ces jeunes, le premier jour par une journée climat. Bravo, les jeunes ont tout compris, mais l'école des mines aussi. Également Alain Di Crescenzo, président de la CCI France. Bienvenue Benjamin Frémaux, vous nous venez d'IDEX, PDG. Et Christian Buchel, vous nous direz ce qu'on fait de beau chez Enedis. Alors, monsieur Estrosi, je me tourne vers nous parce que... on se rappelle, peut-être, on sait que dans l'histoire, vous le savez, en 1920, le milliardaire américain Frank J. Gould avait la volonté d'édifier le plus beau casino du monde. Hein, et c'est ici un véritable chef-d'œuvre du style Art déco, le Palais de la Méditerranée. Nous y sommes, messieurs, dames. Et c'est tout à fait surprenant que dans cet espace, un lieu né dans un esprit un petit peu mégalo, et pourquoi pas, c'est magnifique, que la stratégie de sobriété à Nice soit déclinée par une grande ville de si belle manière, parce que Christian Estrosi, la sobriété énergétique, aujourd'hui c'est une évidence, non ? Mais ça l'était déjà en 1920, c'est à partir de là que les choses se sont dégradées. Je vous rappelle que nous avons été l'année dernière classés au patrimoine de l'UNESCO sur 500 hectares de la ville de Nice. Grâce à une sorte de cosmopolitisme qui a été entretenu à partir de la moitié du XVIIIe siècle, et que les bâtiments emblématiques qui nous ont permis d'être identifiés par l'UNESCO, et dont le Palais de la Méditerranée Art déco fait partie, tout comme le patrimoine baroque, tout comme la cathédrale russe Saint-Nicolas, tout comme l'Observatoire de Nice construit par Garnier Eiffel, ou l'Opéra de Nice construit par Garnier. Et la liste est longue. Sont des bâtiments durables et pas jetables. C'est à partir de la moitié du XXe siècle qu'on a commencé à faire du jetable. Et d'ailleurs, ça fait à peu près 14 ans que je démolis le jetable de la moitié du XXe siècle, qui nous permet aujourd'hui d'ailleurs de renaturer les sols, de les reperméabiliser. On a démoli déjà sur 8 hectares une immense gare routière qui a été construite sur un fleuve, parce que c'était l'époque où on se disait on cherche du foncier pas cher. Naturellement, c'était gratuit, un fleuve, hein, il n'y avait qu'à le couvrir et puis y poser une gare routière. Dans ce prolongement, nous sommes en train de démolir un théâtre national où j'ai eu je ne sais combien de polémiques. Vous vous rendez compte, c'est construit par Bayard en 1989. Oui, si ce n'est que c'est camianté, c'est énergivore, c'est pourri, bref. Et d'ailleurs, l'architecte des bâtiments de France a dit, c'est pas parce qu'il y a une signature architecturale qu'on ne commet pas une erreur d'urbanisme. On a commis une erreur d'urbanisme et aujourd'hui, on corrige les erreurs d'urbanisme que ne commettaient pas les urbanistes au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe et au début du XXe siècle. Voilà. Donc aujourd'hui, on essaie de faire une ville durable avec la ville de l'UNESCO dans laquelle nous nous trouvons, avec la ville nouvelle du XXe siècle, du XXIe siècle que nous sommes en train de bâtir dans une opération d'intérêt national à l'ouest, et où on fait l'inverse de ce qui se faisait dans les années 60-70, où on allait construire vers Sofia des usines à la campagne, sans imaginer les transports, les déplacements, etc., avec les conséquences que ça de privation de vie sociale, etc., puisque vous avez 1h30 de trajet le matin, 1h30 pour rentrer chez vous le soir, des trucs fermés le soir à 17h, fermés le vendredi soir qui reprennent vie que le lundi matin. Aujourd'hui, naturellement, tout ça s'organise différemment et avec l'aide, parce que nous avons l'intelligence artificielle, parce que nous avons des scientifiques qui nous donnent les bonnes indications des erreurs à ne plus commettre,
parce que nous avons des experts et aussi des industriels qui, dans le domaine et de l'énergie et de l'eau de la protection de nos ressources naturelles sur une métropole, on dit toujours une métropole, on confond métropole et mégalopole. Nous sommes une métropole rurale. C'est-à-dire que Nice a un parc national qui s'appelle le Mercantour et notre métropole commence à 3200 mètres d'altitude au sommet de ces bassins versants et vous avez l'écoulement de l'eau qui va vers la Méditerranée. Il n'y a pas un gramme, un millimètre d'eau, millilitre d'eau qui ne soit pollué parce que dès le départ et dès les sources, même dans le plus petit hameau de 30 habitants à 2500 mètres d'altitude, on traite les eaux, on fait en sorte qu'il n'y ait pas d'eau usée qui se déverse. Et de tout cela, avec le solaire, avec la biomasse, avec la filière bois, avec la géothermie, avec le laboratoire océanographique de Villefranche et le traitement de la houle, des microalgues, etc., avec la valorisation du traitement des déchets, parce que l'avantage d'une métropole, c'est d'être l'acteur unique à qui a été décentralisé toutes ses compétences. Eh bien, avant l'heure, il y a 12 ans, on s'est mis à faire un mixte énergétique qui nous permet aujourd'hui peut-être d'aborder dans de meilleures conditions que d'autres la période dans laquelle nous rentrons. La parole va circuler, je vous rassure, mais encore un petit mot, parce que certaines collectivités prennent des mesures face au réchauffement climatique. Vous avez quand même un défi conséquent à Nice, parce que vous êtes dual, à la fois urbaine, rurale, mer-montagne. Quand vous parlez effectivement du Mercantour, on s'en rend compte. Quel challenge ça représente lorsqu'on prend des mesures effectivement pour faire évoluer les sources d'énergie, quand on a deux terrains de jeu, si j'ose dire, ou deux terrains de combat peut-être? C'est justement cette solidarité entre le monde urbain et la montagne, qui s'est traduit d'ailleurs par la tempête Alex, épisode orageux méditerranéen produit par le réchauffement climatique que malheureusement nous risquons de retrouver sur plusieurs territoires autour de la Méditerranée dans les années qui viennent, où la solidarité, parce que les ressources financières sont là, les entreprises qui payent la CVAE, etc., même si nous n'augmentons pas les taxes depuis un certain nombre d'années, nous avons aujourd'hui une montée forte de nos recettes fiscales grâce à l'attractivité d'un territoire où on se dit si demain on paye moins cher l'énergie, si on a des moyens de transport pour nos personnels, si nous avons de grandes écoles au-delà des campus universitaires, puisqu'aujourd'hui c'est Centrale, c'est l'ISAR, c'est l'ESSEC, c'est l'EDEC, c'est l'école Louis Lumière qui est en train de quitter la plaine Saint-Denis chez Besson pour venir à Nice au studio de la Victorine, etc., etc. C'est ça l'attractivité d'un territoire. Et en plus avec l'annonce faite hier par Agnès Pannier-Runacher qui répond à une demande que je formule au nom des élus locaux depuis très longtemps, nous disant dans mon projet de loi à venir, pour ceux qui feront plus d'efforts sur moins de consommation d'énergie et de l'énergie produite sur place avec les ressources naturelles moins coûteuses, comme la géothermie par exemple, où ça ne coûte rien de produire de l'énergie avec la géothermie. Puisque voilà, il y a des spécialistes ici qui vont vous l'expliquer dans quelques instants, eh bien, vous aurez le droit au plan local de facturer moins cher l'énergie parce que vous aurez été plus exemplaire que d'autres. Je dois dire que ce serait une véritable récompense si ce projet de loi est voté pour ceux qui ont plus fait d'efforts ou qui feront plus d'efforts demain. C'est en tout cas une belle incitation à accélérer là où nous savons que nous n'avons plus la possibilité de faire du surplace. Madame nous indiquera tout à l'heure sans doute des données affolantes au niveau du GIEC qui elle peut vous surprendre, on va voir. Qui font que voilà, c'est l'exigence de chaque acteur public, État, collectivité, etc. Accélérons, 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 comme je dis toujours,
Moi, je ne peux pas sauver la planète, hein. J'ai mon petit bout de banquise avec mon petit ours polaire dessus. J'essaie de le protéger comme je peux avec les outils dont je dispose. Mais en tout cas, j'essaie de déployer toute la boîte à outils qui m'est proposée par la qualité des industriels qui sont là. Et si vous sauvez la métropole, ce sera déjà beaucoup. Nous propose des solutions de plus en plus innovantes. C'est aussi une chance dont dispose notre pays d'avoir beaucoup de talent au plan de l'innovation. Sylvie Giannol, je le disais, vous êtes PDG de Dalkia, leader des services énergétiques, filiale d'EDF. Alors, Dalkia, ça fait longtemps que vous vous occupez de ces sujets, 80 ans, je crois. Vos sujets sont entrés dans l'espace public, on peut dire. En un sens, c'est la bonne nouvelle du moment, non ? Oui, absolument. Bonjour à toutes et à tous. Oui, la table ronde, d'ailleurs, s'intitule « Les énergies de demain ». La première énergie de demain, on vient d'en parler, c'est quand même celle qu'on ne consomme pas. Autour de cette grande thématique de la sobriété, c'est un des très grands domaines d'expertise de Dalkia. Effectivement, Dalkia qui compte aujourd'hui 20 000 personnes, plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France, à l'international. Et aujourd'hui, l'efficacité énergétique, les économies d'énergie restent au centre de nos préoccupations. Je vous cite un exemple parce que on m'y autorise. On travaille sur des lycées en Rhône-Alpes-Auvergne. On a fait moins 40% d'économie d'énergie sur 35 bâtiments. Donc vous voyez, il y a des champs incroyables. Ils n'ont pas eu trop froid, les élèves, quand même. J'étais à Marseille. J'étais à Marseille en début de semaine, pas très loin d'ici. Un client nous avait demandé de faire 7%. En 8 mois, on fait 30%. À Nice, on a énormément de bâtiments que nous accompagnons. L'aéroport, contrat de performance énergétique, des engagements à la baisse, l'hôpital et tous les bâtiments d'ailleurs que nous allons raccorder sur nos réseaux de chaleur, on les incite à signer des contrats de performance énergétique pour faire des économies dans la durée. Parce que vous savez, à la maison, c'est facile d'éteindre la lumière quelques jours quand on sort de la chambre. Mais ce n'est pas toujours si facile que ça de le faire pendant 5 ans de façon continue. L'important, c'est de rendre pérenne ces économies. Comment on fait ? Il y a une palette d'options. C'est pas nécessairement reconstruire tout le bâtiment. Non, en particulier pour rendre pérenne des choses, il y a des choses très faciles à court terme. Il y a toujours des actions court terme, moyen terme et long terme. Plus long terme, on fait des grands travaux. Pour économiser cet hiver, on ne va pas avoir le temps de faire des gros travaux. Un des gestes simples pour le court terme, c'est le pilotage. Et vous avez cité la transformation numérique, on peut parler de transition numérique aussi, puisque le thème de ce forum, ce sont les transitions. Avec le numérique, on pilote et on peut effectivement rendre pérennes des baisses de consommation. Donc on équipe nos clients de pilotage numérique et tous nos sites sont connectés, comme on dit. Alain Di Crescenzo, vous êtes au contact des entrepreneurs, des dirigeants constamment. Je trouve la période vraiment édifiante et on comprend que les tendances, il y a des ruptures, mais il y a peu, on entendait le PDG d'ADP nous dire que c'était bien d'être sobre et prendre un petit peu moins l'avion. Madame de Dalkia nous dit que la bonne énergie, c'est celle qui ne se consomme pas. Alors, les chefs d'entreprise, ils peuvent exister encore, ils sont inquiets. Je crois que vous avez fait une étude. Vous pouvez nous donner un petit retour sur leurs sentiments ? Les chefs d'entreprise sont, bonjour premièrement à toutes et à tous, ils sont très inquiets. 75% nous disent je suis inquiet et je vois très mal la fin de l'année, et à peu près 90% nous disent 2023, je ne sais pas ce que c'est. Et 90% nous disent aidez-nous. Voilà. Il faut comprendre, alors je parle des entreprises, si vous voulez, le core business des chambres de commerce, c'est la TPE, la PME, donc on ne va pas jusqu'au grand groupe parce que vous êtes relativement bien outillés, mais le dirigeant d'entreprise aujourd'hui d'une PME ou d'une TPE, il a à peu près 35-40 ans. Il n'a jamais connu l'inflation. Il n'a jamais connu la pénurie. Il n'a jamais connu les shutdowns. Il n'a jamais connu les difficultés d'embauche. Vous décrivez l'abondance évoquée par le président de la République, c'est ça ? Je dis qu'il n'a jamais connu. D'accord ? Et donc, ces entrepreneurs-là ont absolument besoin d'avoir une boussole. Et c'est pour ça que de notre côté, on a mis en place toute une batterie de soutien, mais alors extrêmement volontariste, sur laquelle je reviendrai peut-être. Aujourd'hui, les entrepreneurs nous disent la baisse de morale. On est au même moment, globalement, à peu près dans la même zone que lorsqu'on a tout fermé pendant la crise Covid. Une chute du moral des entrepreneurs. Donc aujourd'hui, confiance dans leur entreprise, 50%, 50 points. Ça n'est jamais arrivé. Confiance dans le pays, 20 points sur 100. Confiance dans le monde, 14 points.
Vous avez énoncé le mot Covid, ça nous manquait, mais c'est vrai, c'est d'actualité. Nadia Mézi, j'ai lu que l'un de vos collègues, monsieur Jean-Marc Jancovici, disait il nous faudra un Covid tous les ans pour respecter l'accord de Paris sur le climat d'ici 2050, parce que effectivement, cette pandémie aurait permis une baisse de 5% des émissions de CO2. Vous le dites certainement différemment, mais c'est urgent sur le climat. Il faut bouger parce que on peut pas compter sur le Covid, non, pour s'améliorer. Alors, je pense que c'est une... Bonjour à tous d'abord. Je pense que c'est une très mauvaise comparaison. Et je ne m'inscris absolument pas dans cette quantification. D'abord, pendant le Covid, il n'y a certainement pas eu autant de baisse de consommation. On sait les effets rebonds que ça a engendré et on sait la détresse psychologique que ça a entraîné et les conséquences derrière. Et justement, par rapport au climat, vous avez dit que j'allais affoler, mais je pense qu'on n'est plus au temps de l'affolement. Les choses sont claires. Et le dernier rapport du GIEC, finalement, fait une sorte de conclusion, puisqu'on nous demande toujours, bon, rapport après rapport, vous dites toujours la même chose. Non, en fait, on affine, puisqu'on ne fait que restituer les publications et les productions scientifiques. Donc, la conclusion importante, je pense que maintenant, pratiquement tout le monde est convaincu, c'est qu'il y a un impact de l'activité de l'homme sur le réchauffement de la planète. Le réchauffement de la planète, c'est un problème qui crée des conséquences désastreuses et malheureusement, il y a une très grande injustice climatique, c'est-à-dire que ça se produit dans les endroits où il y a déjà beaucoup d'instabilité et il y a beaucoup de vulnérabilité. On l'a vu au Pakistan. Comment le Pakistan va se redresser, sachant que c'est une zone qui est la moins responsable des émissions de gaz à effet de serre et du changement climatique. Donc on a ce problème-là global qui est posé et qui pourrait nous inciter à réfléchir différemment et dans une grande collaboration en fait, mondiale. Donc je trouve que c'est très bien les initiatives que Monsieur le maire rappelait, mais en réalité on ne peut pas poser de frontières. Je pense que dans le département, donc nous, l'École des mines de Paris, on a des laboratoires sur Sophia Antipolis, par exemple. Et ce que vous avez dit est assez juste, un certain isolement. Et quand on progresse beaucoup sur Nice, en fait, ça impacte peu ce territoire qui pourtant est à 20 minutes. Donc je crois qu'il y a une réflexion, en tout cas par rapport au climat, par rapport au reste, chacun peut garder ses frontières peut-être, mais qui ne peut plus se réfléchir, se penser de cette façon-là, puisque ça impactera tout le monde, ça tombera sur vous au moment où vous y attendez le moins, et ça sera de plus en plus fréquent et de plus en plus intense. On a vu ce qui s'est passé hier en Floride, et ça va continuer. Donc, oui, bon, je peux continuer des heures. Donc. Non mais on va revenir vers vous. Benjamin Frémaux, vous êtes PDG de l'IDEX, qui fait à la fois de l'audit au diagnostic dans ce domaine des services énergétiques. Et vous dites, le projet de ma société, c'est le projet de notre société globalement. C'est vrai que quand on entend que les chefs d'entreprise, les responsables, les élus prennent à bras le corps ces sujets énergétiques pour changer de source d'énergie et faire mieux les choses, vous dites c'est carrément un projet de société. Vous faites de la politique alors ou de l'entrepreneuriat? Alors, je pense que tous ceux qui s'occupent de l'énergie font un peu de la politique. IDEX, c'est pas qu'une boîte qui fait du conseil, on en fait, mais on est un challenger d'Alkia, pour faire simple, de Veolia également, et on est présent sur toute la chaîne de valeur de la chaleur, à la fois en valorisation thermique et électrique des déchets, par exemple ménagers. On fait des réseaux de chaleur et de froid, et on investit énormément pour les territoires et les entreprises. Je vais y revenir. La question qui est posée, je la trouve intéressante parce qu'on parle du prix des énergies et de quelles énergies. Mais en fait, il faut savoir que dans l'énergie, le prix, il est arbitraire. Le coût n'est pas arbitraire, mais le prix est arbitraire.
Le coût n'est pas arbitraire parce qu'il dépend évidemment de ce qu'on va investir pour une installation de production d'énergie, de ce qu'on va devoir débourser pour opérer ces installations d'énergie. Mais on voit bien aujourd'hui que le secteur énergétique, qui est extrêmement régulé, fait que le prix est arbitraire. Aujourd'hui, on subventionne à hauteur de 30 milliards d'euros la consommation d'énergie fossile et d'électricité. L'année prochaine, ce sera 45 milliards d'euros. C'est les boucliers tarifaires qui permettent aux ménages notamment et aux toutes petites entreprises de survivre à ce choc auquel on fait face. De la même façon, l'État subventionne des projets d'énergie renouvelable pour que ces derniers puissent être compétitifs vis-à-vis des fossiles qui étaient pas chers. L'ordre de grandeur, c'est 500 millions d'euros par an. C'est l'ADEME qui est l'opérateur de l'État qui fait ça. Il y a un rapport de 1 à 100 entre ce qu'on fait pour le long terme et ce qu'on fait pour le court terme. Un secteur réglementé, donc on a bien très compris. Réglementé. Christian Buchel, vous êtes directeur client territoire chez Enedis. On parle des différentes formes d'énergie et qu'est-ce qu'il est mieux de faire pour demain, on va y revenir. Mais même si on réussit à produire la meilleure énergie du monde, il faut pouvoir la distribuer. Est-ce que vous saurez-vous distribuer l'électricité de demain ? Bonjour à toutes et à tous. Je me disais à l'instant, effectivement, Enedis, on dit société de distribution d'électricité. Mais comme le motto de la journée, c'est aussi transition. En fait, on est de plus en plus, quand vous regardez physiquement les choses, un réseau de collecte. Puisque l'électricité décarbonée, en tout cas le renouvelable, est à 95% connecté au réseau de distribution. Il viendra, par exemple, l'exemple qu'on fait avec IDEX ici sur Nice. Pour donner un chiffre juste, l'an dernier, sur le réseau de distribution français, donc c'est les lignes électriques qui sont juste derrière la prise, c'est tout près, monsieur le maire. Connecté 3,7 gigawatts, c'est l'équivalent en puissance électrique installée de 3,7 réacteurs nucléaires. Depuis le début de l'année, 1,9. Donc je pense que la sobriété, il faut l'associer, à notre sens en tous les cas, à la décarbonation. Parce que le sujet, il est aussi là. Et collecter les énergies renouvelables, Accelerate, c'est aussi le thème du jour. C'est vraiment, on va dire, un enjeu à la fois sociétal. Hier, on a eu l'honneur d'avoir Madame la Ministre avec Monsieur le maire, qui est passé Enedis regarder comment, à travers le compteur Linky, les fournisseurs d'électricité, avec les collectivités locales, c'est sur la commune de Levins, c'était une première, d'ailleurs ça s'est fait cette nuit, où monsieur le maire décide de couper l'électricité de l'éclairage public pendant certaines heures, qu'il choisit lui, bien sûr, dans quel quartier, dans quelle rue, à travers le compteur. C'est une première, ça a été fait la nuit de hier à ce matin. Donc vous voyez, le réseau de distribution ou de collecte, en fait, il devient une espèce de colonne vertébrale de la transition énergétique qui connecte pas seulement les énergies, qui connecte aussi les industriels, les clients qui, chacun dans son domaine, participent à cette transition. Alors, le mot neutre ne vous convient pas tout à fait, Monsieur Estrosi, on a suivi vos engagements politiques, mais vous visez la neutralité carbone, je crois, en 2050, un programme d'investissement destiné à diminuer les émissions de gaz à effet de serre de moins 55%. Vous pouvez nous dire comment vous arrivez, on ne va pas citer toutes vos initiatives, mais dans ce plan de sobriété énergétique, on a retenu une extinction des feux, notamment sur les monuments, mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a les bureaux, vous changez complètement votre vision des bureaux à Nice. Bon, si vous m'autorisez, je voudrais d'abord dire quelque chose à Madame Nader Mézi, qui a tout à fait raison lorsqu'elle dit on ne peut pas réfléchir en frontières. Bon, naturellement, la technopole de Sophia Antipolis serait dans le périmètre de la métropole de Nice. On aurait une politique de mobilité commune, une politique de mix énergétique commune. Bon, il se trouve que l'organisation administrative de notre pays, qui est différente de l'organisation administrative de l'Allemagne, qui est en Lande, qui est différente de l'organisation administrative de l'Italie, il y a peut-être aussi une évolution sur tous ces sujets pour qu'à un moment, on harmonise un peu, qu'il y ait un choc de décentralisation aussi. C'est formidable. Madame la Première ministre nous a annoncé un fonds vert d'1,5 milliard. On prépare, nous, les collectivités, un budget 2023. Je poserai d'ailleurs la question à Christophe Béchu tout à l'heure, puisqu'il nous rejoint. Mais on n'a toujours pas les conditions dans lesquelles on peut y accéder.
Donc voilà, c'était une aparté. Maintenant, c'est simple, nous avons bâti, et c'est le Covid qui nous a amené à bâtir ça, une agence de sécurité sanitaire, environnementale et de gestion des risques, avec de l'organisation logistique pour faire face à tout. Ça a été les vaccinodromes, les masques, les dépistages, puis ça a été la tempête Alex, puis demain ça peut être un tsunami, ça peut être un séisme, ça peut être... Et puis nous y avons recruté des météorologues, des climatologues, des experts qui aujourd'hui, on sait qu'on aura des problèmes aussi avec la remontée des zones subsahariennes et le réchauffement qui vient vers les côtes nord de la Méditerranée, avec de nouveaux parasites, avec de nouveaux insectes, avec le phénomène de la dengue porté par le moustique tigre qui va monter en puissance. Ce sont autant de sujets où aujourd'hui, avec notre agence, nous nous soucions de tous ces problèmes. Il y a l'énergie, il y a les émissions de CO2, mais on a fait un observatoire avec les colonnes. Quelles sont les parts de pourcentage sur les unités navales, par exemple? La réglementation Méditerranée, c'est pas plus d'1% de soufre depuis le 1er janvier 2020 maintenant. Moi, à 3000 mètres des côtes, puisque c'est le périmètre dans lequel je peux prendre des décisions, j'interdis qu'à moins de 0,1, à plus de 0,1% de soufre, on puisse s'approcher de nos côtes et rentrer dans le port de Nice, par exemple, ou dans les 7 ports de la métropole dont nous avons la gestion. Donc je ne suis pas au 1% de réglementation, je suis au 0,1. Il y a la colonne bateau, il y a la colonne aéroport où Franck Golnadel est venu expliquer comment lui aussi prenait sa part. Nous avons la colonne mobilité avec les voitures, les transports. Nous serons à 100% transport décarboné. J'ai 850 bus aujourd'hui, en plus de 2 lignes de tram qui seront 4 lignes d'ici 5 ans maintenant d'ailleurs. Mais sur ces 850 bus, vous en aurez 50% qui tourneront à l'électrique, et il y en a déjà une partie d'entre eux. Vous en aurez 30% qui seront à l'hydrogène vert, vous en avez 20% qui seront au GNV. Les ZFE, naturellement, pour les véhicules, plus les parcs relais à l'entrée. Vous avez ensuite les réseaux énergétiques, 70 hectares d'espace vert de plus, quand on sait qu'un arbre identifié, parce qu'un palmier, malheureusement, ça n'absorbe pas l'empreinte carbone que produit un homme chaque année. Mais un mimicocoulier, un tilleul, etc., ça emprunte 100% de l'empreinte carbone que vous produisez vous-même chaque année. Un arbre, et c'est l'absorption totale. Donc, on est sur un plan de 70 000 mètres carrés, 70 hectares d'espace vert, dont 30 hectares sont déjà réalisés et 40 hectares sont en cours de réalisation. Et cet après-midi, d'ailleurs, Christophe Béchu ira planter le dernier arbre d'un parc de 2 hectares dans un quartier qui remplace un îlot de chaleur par un îlot de fraîcheur. La perméabilisation des sols, puisque naturellement, nous savons maintenant qu'avec les épisodes orageux méditerranéens, plus on perméabilise les sols, on est en train aujourd'hui de casser tout le bitume des cours des 163 écoles de la ville pour n'en faire plus que des cours végétalisés aujourd'hui, où en même temps on fait des jardins pédagogiques, etc., etc., etc. La valorisation des déchets, qui est une source de production énergétique. Et enfin, naturellement, faire en sorte que tous nos bâtiments soient moins énergivores, que ce soit pour les particuliers ou pour la collectivité. Exemple, nous avons un gros parc universitaire pour lequel j'ai obtenu 54 millions d'euros du ministère de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, en moyenne, les 10 campus de la ville consomment, ils sont construits dans les années 60, 98 kilos de CO2 au mètre carré par an. D'ici 3 ans, ils ne produiront plus que 5 kilos au mètre carré. On passe de 98 kilos à 5 kilos au mètre carré de production de CO2 par an. Et en même temps, nous faisons des économies.
c'est un sujet dont on ne parle pas, mais tout le monde ne pratique pas comme nous. Nous avons acheté l'électricité il y a 3 ans, dont on sait qu'elle sera facturée jusqu'en 2023 au même prix que ce que nous l'avons acheté il y a 3 ans. Vous avez dû faire. C'est-à-dire que nous, on ne va pas la payer 15% de plus. On la paye 20% de moins à la fin de l'année. D'accord? Et ces économies que nous faisons là-dessus, nous les répercutons au bénéfice des particuliers, puisque lundi, je fais voter pour le Conseil de métropole, financement d'audit énergétique chez les particuliers jusqu'à 4 000 €, des subventions pour s'équiper de panneaux solaires, où nous avons une cartographie que nous avons fait prendre par satellite, où chacun, en imprimant son adresse, peut savoir exactement combien de mégawatts il peut économiser s'il bénéficie des subventions de la métropole en installant des panneaux solaires, des pompes à chaleur pour remplacer des chaudières qui sont très consommatrices, etc., etc. Et donc, c'est en remplissant chacune de ces colonnes que nous savons et que nous pouvons chaque année faire un bilan pour savoir, en plus ou en moins, si on a été bon élève ou mauvais élève, pour s'approcher des moins 25 à 2026, des moins 50 à 2030 et de la neutralité carbone à 2050. Pour l'instant, on respecte parfaitement la courbe et on y est. Voilà, énormément de mesures, on ne va pas tout citer. Et puis je suis rassurée parce que sur la promenade des Anglais, c'est vrai qu'il va y avoir une extinction des éclairages publics, mais ce sera partiel. J'ai cru comprendre que c'était partiel sur la promenade des Anglais. D'abord, vous savez, dire dans une ville du Nord, allez, je ferme les piscines. Bon, moi, fermer les piscines, ça veut dire que j'ai 15 gamins de plus qui vont mourir noyés l'année prochaine. Donc, je ne fermerai pas les piscines. Voilà. Naturellement, on va faire des économies, on va ouvrir un quart d'heure plus tard le matin, fermer un quart d'heure plus tôt le soir. On ne va pas fermer les stations de sport d'hiver. La métropole gère 5 stations de sport d'hiver. Bon, on a des télépulsés qui montent en 4 minutes et demie d'un point A à un point B. Ils monteront en 7 minutes. Il n'y a pas de problème. Mais je préfère, dans un monde où on essaie de rendre tout anxiogène, fin d'abondance, fin des évidences. Ah non, moi je veux dire, ayez de l'espérance. On a, avec l'industrie, avec l'innovation, avec les solutions sur lesquelles nous travaillons, de quoi donner un peu d'espoir. Vous savez, même s'il fait 10 degrés de plus dans 30 ou dans 40 ans, créons des courants d'air, climatisons les villes, pas façon Qatar, naturellement, mais on sait aujourd'hui qu'en cassant des îlots de chaleur, qu'en faisant circuler de l'eau qui se reflète dans des ombrages faits par les arbres et qui, par des courants d'air, sur un urbanisme bien réfléchi qui circule dans les rues, on peut apporter 10 degrés de ressenti de moins dans les périodes caniculaires. Tout ça, on le sait. On ne le savait pas avant, maintenant on le sait. Donc, donnons un peu d'espérance à nos concitoyens plutôt que de créer un climat anxiogène pour qu'ils prennent aussi chacun leur part, au fond, à ce qui est un magnifique défi. Et on va donner la parole aux scientifiques, si vous le voulez bien. Madame Mézy, ouvrons le champ. On parle de la métropole de Nice, de la France, c'est bien normal. Mais si on ouvre sur l'international, on ne va pas faire comme si on ne savait pas qu'il se passe des choses sur des gazoducs. On ne sait pas s'il y a des plongeurs et de quelle nationalité. J'ai bien aimé parce que vous m'avez dit, aujourd'hui, le gaz a une nationalité, et moi, ça m'embête. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ce que je veux dire, c'est que depuis le début de cette crise, en fait, on a stigmatisé un vecteur énergétique, une ressource énergétique, du fait de sa nationalité, alors que c'est essentiellement au sens de son contenu carbone, si on est vraiment aligné avec le climat, qu'il faut le prendre en compte. Et donc, je ne peux m'empêcher, mais bon, le plan sobriété sera annoncé la semaine prochaine, de voir dans les discours depuis la rentrée qu'un épisode assez opportuniste par rapport à cet enjeu du climat. Et je pense que les mesures qui devraient être prises sont des mesures beaucoup plus profondes. Donc j'aime bien ce que monsieur le maire a dit sur le problème de la décentralisation. Je crois qu'on a vraiment un problème structurel à prendre en compte. Et dans le cadre du rapport du GIEC, ce qu'on dit, c'est que
En fait, malgré toutes les actions pour le climat, malgré le fait qu'il y a plus de 800 villes qui se sont engagées pour la neutralité carbone, plus de 100 régions, certains pays, la tendance, même si on prend en compte le fait que tous ces engagements seraient tenus, ne va pas dans le sens d'une décroissance qui est nécessaire pour tangenter cette trajectoire des 1,5 degré, qui n'est pas une bonne nouvelle, qui est simplement la trajectoire par rapport à laquelle on aura des impacts, mais pas encore trop extrêmes. Donc, en fait, je crois que le propos qu'on a, nous, c'est vraiment de dire toutes ces initiatives sont très intéressantes, mais il y a certainement une réflexion beaucoup plus profonde et une transformation qui va interroger, et alors là, je suis aussi d'accord, dans une vision qui peut être une vision extrêmement emballante, optimiste, challengeante pour un pays. Il faut entraîner en fait tout le monde. Et par exemple, quand on commence à se dire « Ah, ben, dans cette ville, les gens peuvent se déplacer avec des moyens décarbonés, et puis on fait 100 km, et dans notre territoire, il se trouve que les gens sont obligés de prendre, par exemple, leur voiture », je pense que là, c'est un vrai sujet de gouvernance, et c'est quelque chose qui ne doit pas être mis sur la responsabilité de chaque individu, mais plutôt mis sur la responsabilité de ceux qui doivent avoir une vision de très long terme alignée avec le problème du climat. Et donc, si j'en reviens à ce qui se passe par rapport à la crise du gaz russe, en fait, on est en train de dire qu'il y a un problème d'approvisionnement de gaz qui vient d'un pays, mais on n'est pas du tout en train de dire qu'il y a un problème de climat. Et en fait, peut-être qu'on n'a pas aligné suffisamment vite nos mix par rapport à cette question, parce qu'en fait, ça ne nous intéressait pas. C'est un catalyseur aujourd'hui, quand même. Exactement. En fait, c'est un révélateur de... Enfin, quelque part, les masques tombent. Et ça fait un petit peu mal. Donc, il y a une urgence à traiter. Et je ferai un parallèle avec la variabilité climatique. Souvent, on dit aux climatologues et à ceux qui travaillent dans le GIEC, mais la température a toujours varié au cours des siècles et des millénaires. Oui, il y a une variabilité naturelle. Et puis maintenant, il y a une variabilité qui vient de nos activités. Donc là, cette sobriété dont on nous parle, est-ce que c'est la petite fluctuation qui va nous permettre de tenir par rapport à une crise, et puis après l'hiver, bah, ma foi, ça ira mieux? Ou est-ce qu'il y a une vraie sincérité d'engagement, et est-ce que ça sous-tend un plan qui ne doit pas parler que de la sobriété énergétique, parce qu'on est concentré sur l'énergie, mais attention, hein, on a beaucoup parlé des jets privés. Le secteur international de l'aviation, c'est 3% de gaz à effet de serre. Je ne sais pas si vous savez quel est le pourcentage du secteur du numérique, celui-là même dont on nous dit que sa transformation va accompagner... On fait un petit quiz, monsieur Di Crescenzo, chacun donne un chiffre. 10 6. On continue, monsieur Frémaux. J'aurais dit 8, oui, effectivement. Alors en fait, monsieur le maire. Ouais. Bon, c'est sans doute beaucoup plus. Non, voilà. c'est pas beaucoup plus. Non, c'est déjà Allez, 12. énorme. Tel que vous avez planté le décor. En fait, c'est entre 3 et 7%, parce que c'est très difficile à évaluer. Le numérique, c'est très, très, très large. Mais c'est des choses aussi sur lesquelles nous, on attire l'attention, c'est-à-dire il faut faire attention à ne pas faire s'emballer quelque chose qui semble immatériel pour résoudre des questions qui sont beaucoup plus matérielles et finalement avoir des effets rebonds. Donc j'en reviens, et je finis vraiment très rapidement là-dessus, sur le fait que moi j'ai travaillé dans le volet sur les solutions, sur un chapitre qui pour la première fois a été demandé par les gouvernements, qui évalue les leviers au niveau de la demande. On ne parlait jusque-là que de l'offre, c'est-à-dire on évaluait sur tous les secteurs quels étaient les potentiels de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc on a travaillé dans ce chapitre pour évaluer quels étaient les potentiels côté demande, c'est-à-dire nous, les usages, les besoins, les comportements. Et donc il y a des possibilités très intéressantes de 40 à 70% de réduction. S'il y a des politiques qui sont mises en œuvre, si les infrastructures suivent, si les technologies sont accessibles, donc ça ne dépendra pas de chacun. Il faut encore être dans un environnement
qui soit favorable. Beaucoup d'entreprises utilisent les termes Green IT, Sustainable Development, mais il faut faire du concret, Sylvie Giano, faire de la décarbonation en mode concret. Qu'est-ce que ça veut dire? Et peut-être un petit exemple, j'ai vu que vous récupérez la chaleur dans les usines PSA, vous pouvez nous raconter? Puis j'ai vu que vous vouliez réagir, je vous laisse développer. Oui, alors peut-être juste un petit clin d'œil. J'étais à peu près la mieux positionnée sur les émissions de CO2, mais je vous invite à aller sur dalkia.fr. J'en dis pas plus. Vous verrez un nouveau site, j'ai vu, totalement décarboné. Voilà. Non, juste pour vous dire que dans ces énergies de demain, on a parlé effectivement des économies d'énergie et c'est important. Il faut faire de la pédagogie. Il y a les énergies du territoire. Hier, on était avec Monsieur le maire en train de regarder comment on fait de la climatisation à partir des calories des eaux usées. Il y a quelques travaux là sur la promenade des Anglais et un petit peu quelques excuses pour les désagréments que ça occasionne, mais au-delà de ça, en fait, on va faire un projet bas carbone, 70% d'énergie renouvelable pour aller climatiser tout le quartier, le Grand Arenas autour de l'aéroport. D'ailleurs, l'aéroport de ce fait va être à zéro. Je regarde Monsieur le directeur, zéro gaz. Zéro gaz. Vous parliez du gaz. Voilà, c'est du concret, c'est de la transition énergétique. On récupère aussi beaucoup de chaleur. Récupérer de la chaleur, c'est faire en sorte que cette chaleur, elle n'aille pas aux petits oiseaux. On le fait sur l'incinérateur de déchets dans l'est de Nice, avec un projet d'un réseau de chaleur qui va doubler, qui va alimenter beaucoup de bâtiments de la ville, dans la santé, dans le tertiaire, des logements. Et à chaque fois, on supprime une chaudière gaz, on fait de l'efficacité énergétique. On fait du bas carbone. On le fait sur des grands industriels. Constellium, chaufferie d'aluminium à Issoire, ça va aller chauffer les habitants d'Issoire également. Ça, c'est aussi une énergie de demain. On appelle ça les énergies de récupération. Puis il y a toutes les énergies du local, du territoire. Je pense au bois. Vous avez cité les arbres aussi, Monsieur le Président. Les arbres, c'est un beau sujet de la transition énergétique. Il faut évidemment exploiter les forêts de façon le plus durable possible. Le bois énergie, on utilise les branches qui ne vont pas faire des meubles, de la charpente, etc. Et c'est une des énergies majeures en France pour faire des réseaux de chaleur ou aller décarboner l'industrie pour substituer une chaudière gaz ou fioul sur des gros sites industriels. C'est une énergie montante. Aujourd'hui, la forêt est en croissance significativement d'ailleurs en France, et c'est un sujet très très important. C'est la première énergie renouvelable en France. On a cité la géothermie, aller chercher les calories du sol. On peut citer la mer à Nice aussi, aller chercher les calories de la mer. Toutes ces techniques-là, elles sont pas très connues et elles sont essentiel pour aller décarboner ce qu'on appelle évidemment la chaleur, c'est-à-dire le chauffage, l'eau chaude, la vapeur industrielle. La chaleur, vous savez, c'est pas très loin de la moitié des consommations en France. On parle beaucoup d'électricité renouvelable, il y a beaucoup plus connu l'éolien, le photovoltaïque. Mais s'intéresser à la chaleur, c'est majeur aussi pour aller justement chasser ces émissions de CO2. La chaleur aujourd'hui est très significativement émetteur de CO2 en France. Donc il y a des initiatives concrètes, parce que parfois dès qu'une entreprise fait quelque chose, on dit c'est du greenwashing. Ça vous énerve pas ça, avec tous les efforts que vous déployez? Oui, j'ai vu ça ce matin, mais écoutez, moi je m'oppose à ça parce que la communication, c'est essentiel. On a un enjeu majeur dans la transition énergétique, Madame la Ministre le signalait d'ailleurs hier très bien, c'est l'enjeu des compétences. Quand je suis arrivée chez Dalkia, j'adore aller sur le terrain, à la rencontre des techniciens, les techniciens me disaient, mais Madame Giano, il faut communiquer sur nos métiers, communiquer sur nos projets. C'est pas si facile que ça d'expliquer comment on fait de la climatisation avec des eaux usées. Vous voyez ce que je veux dire? Et quel métier ça représente derrière? Il y a des métiers d'ingénieurs, il y a des métiers de techniciens, du génie électrique, du génie climatique, des expressions qu'on comprend pas forcément. Et c'est un enjeu essentiel de réussite de cette transition énergétique. Si on n'a pas les compétences, comment on fait? Moi, j'ai 500 postes aujourd'hui. Je recrute 500 personnes un peu en temps réel chez Dalkia. Et donc, si les jeunes ne savent pas quels sont les métiers de la transition énergétique qu'ils appellent de leur vœu, d'ailleurs, je crois qu'il y a des étudiants dans la salle. Donc, venez. Le message est passé. Christian Buchel, les énergies renouvelables, on en parle beaucoup, ça semble la panacée. Mais la bonne idée, c'est quand même c'est l'autoconsommation aussi. Vous pouvez nous parler de ces solutions ? Ça fait peut-être le lien, je voulais quand même rebondir sur le numérique, vous l'avez évoqué. Alors effectivement, j'ai dit 8, c'était 6. Je fais le lien effectivement à l'autoconsommation. Je pense quand même que la donnée, aujourd'hui, est une chance inouïe pour nous aider dans cette transformation.
La donnée, c'est les données énergie. Alors là, on parle plutôt de l'énergie à ce tour de table, mais on pense à la rénovation des bâtiments, par exemple. Monsieur le maire, vous avez dit, effectivement, jusqu'en 1920, on avait de la planification, on travaillait sur le long terme. Les données nous aident à beaucoup mieux cibler les rénovations, à en mesurer l'efficacité, consommation avant, pendant travaux, après travaux, et à cibler les aides publiques, les politiques publiques, dans ces travaux. Donc là, on a la chance de travailler avec la Banque des Territoires et GRDF, ou plutôt autour de la Banque des Territoires. Je crois qu'Olivier Sichel est dans la salle. Mais voilà, des sujets sur lesquels la donnée, le numérique, est aussi une chance pour la transformation. Alors vous dites l'autoconsommation collective. Oui, c'est tous les nouveaux usages qui permettent effectivement, j'allais dire, aux citoyens de prendre quelque part sa part de responsabilité. Parce que nous avons tous dans nos entreprises des secteurs d'activité, donc on peut tous aller effectivement regarder ce qu'on apporte, etc. Mais c'est le collectif, et le collectif dans un territoire. Donc l'autoconsommation, j'étais il y a quelques jours dans les communes de Flandre, dans le nord de la France. Effectivement, une mairie, un panneau photovoltaïque, des panneaux photovoltaïques, et de l'autoconsommation collective que nous organisons, nous, Enedis, à travers les données, effectivement, le partage des données, de telle manière qu'effectivement, les bâtiments autour, la mairie, plus quelques autres bâtiments, soient alimentés. Et vous voyez, j'y étais avec monsieur le maire, les enfants étaient en train de sortir de l'école. Il était 17h dans ces eaux-là. Monsieur le maire me dit, dans cette commune, vous savez, monsieur Buchel, ce qui est encore plus important que les panneaux photovoltaïques, c'est les enfants qui sont en train de prendre l'énergie comme une responsabilité en propre, dans leur propre vie. Et c'était très intéressant. Et là, l'autoconsommation collective, qu'on est en train de travailler dans un quartier de Nice avec mon voisin, IDEX fait de la géothermie, Dalkia fait ce genre d'opération en même temps. On partage les données, et c'est un écoquartier dans lequel il y a des logements, il y a la CCI, le bâtiment de la CCI, qui produit, qui consomme. Nous, on rajoute une batterie de stockage électrique. Et voilà, c'est ensemble, dans les territoires, les politiques des territoires. Comme vous faites la transition, je me tourne vers la CCI. Alain Di Crescenzo, vous êtes exemplaire. La CCI Nice-Côte d'Azur a inauguré, j'ai vu, une nouvelle centrale photovoltaïque. Racontez-nous, quelles sont les bonnes pratiques que vous conseillez aux entreprises? Oui. Il y a peut-être un élément que j'aimerais relever, que je ne sens pas sur la table ronde, c'est le sens de l'urgence. Madame Mézy est quand même l'a dit. Je veux le dire différemment. Aujourd'hui, il y a 25% des entreprises qui disent qu'en 2023, ils ne pourront pas payer leur facture d'électricité. Ce n'est pas soutenable pour la France. D'accord ? 25%. Ça veut dire que vous pouvez faire les économies que vous voulez, on ira au tapis si on ne fait pas quelque chose à court terme. Simplement rappeler ce point. Face à ça, qu'est-ce qu'on fait ? Je reciterai Nice. On a mis en place un plan d'accompagnement qu'on n'avait jamais fait jusqu'à présent. On met 3600 personnes sur le terrain et 4400 élus. 6000 personnes sur le terrain avec un soutien logistique fort sur un accompagnement en 5 actes. Premièrement, communiquer. Avec une petite maxime qui est sympa, donc c'est au pays des lumières, on sait aussi les éteindre. C'est pour choquer. Et on veut aussi dire la chose suivante, c'est qu'on ne peut pas avoir de coupure d'électricité au 4e trimestre. 4e trimestre, un trimestre, c'est 40% de consommation de chiffre d'affaires pour les entreprises en moyenne. Donc on tue l'année après des années difficiles. Deuxièmement, ce qui est important, c'est d'informer. Les aides.fr, et dites-le autour de vous s'il vous plaît pour les entreprises, on a recensé 84 aides autour de ce qu'on peut faire pour l'économie d'énergie et la sobriété. Des sites de veille qui sont aussi importants, un accompagnement dédié. Je suis obligé de continuer. Ensuite, on a bien sûr de la sensibilisation avec des autodiagnostics qu'on peut télécharger avec rapidement les points sur lesquels on peut faire des économies d'énergie. Un accompagnement avec des parcours d'énergie que l'on fait nous-mêmes ou avec nos partenaires entre 1 jour et 3 jours. C'est gratuit pour l'entreprise. Et bien sûr de la formation de référents énergie. Alors effectivement, on est exemplaire, et je cite mon collègue Jean-Pierre Savarino, sur les panneaux solaires, sur la possibilité de faire des achats d'énergie groupés. Je veux simplement vous dire la chose suivante. Ce pays ne passera pas si on ne réagit pas vite. Et vite, c'est dans les 6 mois. Et de grâce, ayez un réflexe, non pas le mien, ce n'est pas le sujet, que nos entreprises se renseignent. Il faut être réaliste, positif, mais conscient de ce qu'on a en face de nous.
Voilà le message que je voulais Voilà, faire quelle passer. est l'énergie de demain? Quel est le prix de demain? Benjamin Frémaux, c'est quoi le bon prix? Est-ce que c'est déjà un prix stable? Non, mais déjà, je le redis, hein, il faut décorréler prix et coût. Et donc, le problème qu'on a aujourd'hui, qui est un problème d'urgence, c'est que nos projets de transition sont des projets de long terme. On ne fait pas un projet comme Nice Méridia, réseau de chaleur géothermie, avec un smart grid électrique, avec des panneaux photovoltaïques sur le toit, des bornes de recharge qui sont tout ça interconnectés. On ne le fait pas en 6 mois. Ce n'est pas possible. Et donc, vous ne pourrez pas décarboner les territoires et les entreprises en 6 mois. Donc, Sylvie Joanneau l'a rappelé, la priorité, c'est la sobriété. Et il faut qu'on arrive à mettre dans la tête des décideurs, qu'ils soient publics, qu'ils soient entreprises ou ménages, que les signaux prix qui ont été envoyés jusqu'à présent dans le marché, un prix du gaz à 10 € du mégawattheure, par exemple, pendant la crise Covid, qui est monté à plus de 200 € du mégawattheure ensuite, 18 mois après. Ces signaux prix, malheureusement, sont les seuls qui font réagir à la fois les entreprises et les ménages. Et moi, je suis tout à fait d'accord, il faut qu'on communique beaucoup plus sur ces sujets de transition, de sobriété et de moyens pour faire face à la crise énergétique et pour décarboner nos territoires et nos entreprises. Il faut qu'on arrive à faire comprendre que ce sujet ne va pas être un sujet de court terme et que les signaux prix qui sont envoyés ne sont pas non plus à court terme. Moi, la crainte que j'ai, c'est que des entreprises nous disent faisons le dos rond, attendons que l'orage passe et on s'en sortira. Ça rejoint ce que disait Nadia. Si on pense que les gazoducs vont réouvrir et que le gaz va retomber à 20 €, je pense qu'on se trompe. Il faut absolument qu'on envoie le message à l'ensemble des décideurs, publics, entreprises et ménages, que les prix des énergies vont rester durablement élevés, notamment les énergies fossiles, et qu'il y a des solutions, mais qui nécessitent qu'on investisse dès aujourd'hui pour dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Parce que même des panneaux photovoltaïques, ça prend peut-être 6 mois d'études, 1 an d'installation. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. On a compris. Merci, monsieur Benjamin Frémaux. Les débats ont parfois tendance à se centrer sur des sujets précis. On l'a vu, il y a des cibles, hein, par exemple les jets privés récemment. Et en vous écoutant, on se rend compte qu'il peut y avoir un narratif positif, collectif. La nouvelle sobriété, elle doit être sexy. Pour conclure, monsieur le président. Bon, pardon, je sors de mon rôle de maire. J'essaie de parler avec ma raison et ma passion en même temps, au terme de cette table ronde. J'ai essayé d'apporter des notes d'espérance sur les solutions qu'on doit trouver. Alain Di Crescenzo dit tout de suite, il faut nous aider, on ne va pas s'en sortir. Et naturellement, il ne peut pas y avoir le monde de l'entreprise qui réfléchit d'un côté, le gouvernement de l'autre, les collectivités de l'autre. Ça doit être, et nous le faisons d'ailleurs avec Jean-Pierre Savarino, une réflexion partagée. Par exemple, sur des horaires décalés. Dans nos transports, moi je ferme 6000 mètres carrés de bureaux administratifs dans une métropole où on a 14 000 salariés. Et je dis, réfléchissons avec le monde de l'entreprise pour voir comment chacun peut prendre sa part et passer effectivement ce moment difficile. Mais soyons conscients de la fragilité dans laquelle nous avons mis notre pays et comment nous devons maintenant se mettre au boulot. Vous vous rendez compte qu'on paye 1 000 € le mégawatt, alors que grâce à De Gaulle, grâce à Pompidou, grâce à Giscard, nous étions le pays au monde le plus attractif sur le coût de l'énergie. Tout ça parce qu'on a cédé aux Allemands qui, pendant 30 ans, nous ont mis la pression pour qu'on s'aligne sur le prix du gaz et du gaz russe. Et voilà, il suffit d'un conflit entre la Russie et l'Ukraine pour qu'on en paye d'un coup le prix fort. Donc je dis maintenant, on sait que si on veut donner de l'espérance aux générations à venir sur les 10, 15, 20 ans qui viennent, il faut y aller à fond pour retrouver notre part d'énergie, notre part de souveraineté, pardon, notre part d'autonomie. On sait produire de l'énergie beaucoup, beaucoup moins cher que ce qu'on la paye aujourd'hui. On sait qu'on peut être les meilleurs. Lorsque j'étais ministre de l'Industrie, j'ai lancé les trucs les plus expérimentaux qui soient, que ce soit le réacteur à fusion nucléaire qui est à Cadarache aujourd'hui en termes d'expérimentation, le laser mégajoule à Bordeaux. On a tout ça aujourd'hui, on est les plus inventifs qui soient, mais arrêtons d'être dépendants des autres. Ayons le courage de nous émanciper. Si les Européens sont prêts à marcher avec nous, ils sont prêts. S'ils ne sont pas prêts, on y va avec les savoir-faire français qui, je vous l'assure, sont, si on les compare à d'autres,
nettement supérieurs à d'autres industriels, à d'autres laboratoires, à d'autres chercheurs dans le monde. Merci Monsieur le maire, merci à mes invités.